on a l'impression que, entre autres, la maladie de Tay-Sachs ne concerne que les Ashkénazim. Or, moi, je suis 3/4 séfarade, c'est-à-dire que j'ai un grand-père maternel qui est d'origine polonaise et le reste de ma famille, ce sont des Tunisiens. Je suis tombée des nues. Là où la prévention et le dépistage est important, c'est que maintenant, on se marie entre séfarades, ashkénazes. Beaucoup de familles, que ce soit en France ou en Israël, sont confrontées au polyhandicap. Alors, pas forcément la maladie de Tay-Sachs, qui reste quand même une maladie rare. Et le polyhandicap demande quand même beaucoup d'argent et ça, il faut en être conscient. Gary Rudovitch et Laura Rudovitch, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Cathy. Vous êtes ici pour nous parler de votre association Or Bracha que vous avez fondée suite au décès de votre petite fille à presque 3 ans, qui souffrait d'une maladie génétique dont on va parler. Alors, fonder une association pour aider les autres, j'imagine. C'est uniquement pour aider les autres et aussi pour qu'il y ait une suite à l'histoire de Bracha. C'était très important qu'elle sache qu'il y avait une continuité à tout ce qu'on avait vécu. Gary Rudovitch, vous êtes médecin. Oui. Vous êtes dentiste, oui. Donc j'imagine que vous avez dû voir rapidement qu'il y avait un problème avec votre fille. Oui, on s'est rendu compte, dans le développement, qu'il y avait un retard psychomoteur. Et on a eu un diagnostic vers à l'âge d'1 an. Elle souffrait de quelle maladie génétique ? Donc elle avait une maladie, la maladie de Tay-Sachs. C'est une maladie qui est neurodégénérative. Donc en fait, les neurones, malheureusement, meurent un petit peu progressivement. Et donc il y a un handicap moteur assez important qui s'installe. Et jusqu'au décès, entre 3 et 5 ans. C'est programmé, quoi. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce qu'il n'y a pas de traitement. C'est une maladie qui est très grave, qui est fatale, pour laquelle toutes les maladies génétiques, malheureusement, il y a très peu de traitements, même s'il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Mais sur une maladie très rare comme ça, il n'y a pas encore un traitement utilisable. Ok, et pourtant c'est quelque chose qui peut se dépister. C'est une maladie qui existe dans la communauté juive. Exactement. En fait, cette maladie, c'est une maladie qui est très rare, mais qui en fait est beaucoup plus fréquente chez les juifs, donc notamment les juifs ashkénazes. Dans ce cas-là, c'est une maladie récessive, c'est-à-dire que les 2 parents sont porteurs, puisqu'il y a en fait 2 versions d'un gène chez n'importe quelle personne. Et en fait, les personnes qui sont porteurs, elles ont un gène qui marche très bien, et donc il n'y a aucune maladie, elles sont juste porteuses. Et quand c'est un enfant qui reçoit malheureusement les 2 gènes qui sont atteints, et là, c'est là qu'elle développe la maladie. Et en fait, le port de ces mutations qui est responsable de cette maladie, il est beaucoup plus fréquent dans la population juive, notamment, surtout chez les Ashkénazim. Donc il y a eu beaucoup de cas par le passé de Tay-Sachs. Comparativement au final à la fréquence de cette maladie qui est censée être une maladie assez rare. Et ça pourrait être évité si le dépistage était fait à temps, avant le mariage par exemple ? C'est ce qui est fait au final aux États-Unis, puisque eux, il y a une grande communauté ashkénaze, et donc avec malheureusement des cas qui devenaient assez fréquents. Et à chaque fois qu'il y avait un cas tellement dramatique, avoir un enfant comme ça, où il y a une fatalité, et puis surtout le séisme que ça provoque dans la famille, face à l'urgence de cette situation-là, le Rav Eckstein, fondé d'Or Yesharim, ils ont mis en place en fait une campagne de dépistage, puisqu'à défaut de pouvoir traiter, parce qu'on n'a pas traité, les choses qu'on peut faire, c'est dépister. Alors eux, c'est une association où ils sont très religieux, donc eux, en fait, ils ont mis en place un dépistage massif, donc ils vont tester dans les yeshivot, dans les écoles, et en fait, ils testent à peu près un panel de 30 maladies. Mais maintenant, c'est encore plus, puisqu'il y a de la recherche qui avance, dont Tay-Sachs, mais dont d'autres maladies, qui sont plus fréquentes dans la communauté juive, ashkénaze et séfarade d'ailleurs. Ils ont rajouté un panel séfarade. Et en fait, donc, eux, leur système, c'est, entre guillemets, comme ils fonctionnent par Shidurim, c'est d'attribuer une sorte de numéro. Ils disent pas à la personne qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et quand les gens veulent faire un shidur, d'abord, ils vérifient si les 2 personnes sont compatibles. Si c'est pas compatible, ils conseillent d'éviter le shidur pour ne pas rentrer dans des problématiques. Oui, en même temps, si jamais les gènes sont découverts, on peut très bien avoir recours à la fécondation in vitro. Voilà, c'est-à-dire pour des personnes qui n'ont peut-être pas ces problématiques, on va dire, à la RIC, effectivement, dans un cas classique, il y a des solutions pour procréer, justement pour éviter ces maladies-là. C'est-à-dire si des 2 personnes savent qu'il y a une maladie malheureusement, qui sont porteurs d'une mutation, ils peuvent effectivement quand même se marier des FIV, en fait c'est des FIV avec des analyses génétiques. Alors vous êtes séfarade et pourtant vous aviez un gène et il avait un gène, c'est ça ? Oui, c'est
c'est ça qui est important de souligner, c'est qu'on a l'impression que, entre autres, la maladie de Tay-Sachs ne concerne que les Ashkénazim. Or, moi, je suis 3/4 séfarade, c'est-à-dire que j'ai un grand-père maternel qui est d'origine polonaise et le reste de ma famille, ce sont des Tunisiens. Donc, je suis tombée des nues parce que pour moi, on me dit... choc. Ah oui, un vrai choc. Et c'est là où la prévention et le dépistage est important, c'est que maintenant, on se marie entre séfarades, ashkénazes. Il y a vraiment plus de communautés ashkénazes comme on avait à l'époque, ou de communautés séfarades. Tout le monde se mélange, c'est sûr. Tout le monde se mélange. Et pourtant, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, quoi. Exactement. Et donc, nos enfants qui seront issus d'un mélange encore plus grand, peu importe, ils gardent leur mutation, on garde nos mutations sur nos gènes. Et c'est donc très, très important de se faire dépister. On le recommande très fortement. En France et en Israël, il y a un dépistage approprié ou pas ? Alors, en France, il n'y a pas de dépistage, surtout sur des caractères ethniques. C'est très problématique. Très problématique. Voilà, en tout cas, c'est très discuté. Et en tout cas, il n'y en a pas pour les Juifs. Maintenant, il y a Dor Yesharim qui est présent en France. Nous, on est en contact avec eux. C'est eux, d'ailleurs, qui, les premiers, nous ont aidés à faire le diagnostic. Donc, Madame Edelman, Myriam, je suis en contact avec elle. C'est elle qui s'occupe de rappeler. Donc, évidemment, de préférence, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils prennent entre guillemets, les Kala, les Bachurim qui veulent se marier. Mais s'il y a des personnes qui veulent faire des tests, ils les accompagnent, ils les conseillent. Quand nous, on s'est présenté à Dor Yesharim et qu'on a dit on a une fille de Tay-Sachs, eux, ils ne savaient même pas que ça existait encore. Tellement eux, ils avaient avancé. Ouais. Pour eux, et quand j'avais été aux États-Unis, je les ai rencontrés. En fait, ils se disent mais ici, il n'y a pas une personne qui ne fait pas le dépistage. Ouais. En Israël, c'est beaucoup mieux organisé parce que ce problème-là, c'est un vrai problème de population. Donc, il y a... Ça, c'est à l'hôpital. Voilà, il y a des tests génétiques qui sont prévus dans le salabriut, c'est-à-dire le panier, entre guillemets, des choses remboursées. Et d'ailleurs, quand on arrive, ils demandent, c'est qui, voilà, votre père, votre mère, votre grand-père, d'où vous venez. Parce que un des écueils aussi, c'est de se dire, c'est un problème des Ashkénazim. C'est vrai qu'il y en a chez les Ashkénazim, mais à partir du moment où une population, on se marie entre nous, il y a une redondance de ces gènes, et donc ça peut être les Thémanim, ça peut être les Sfaradim. On va dire que c'est mieux organisé en Israël. Beaucoup mieux organisé, ils prennent en compte n'importe quelle origine, et ils ont des maladies qui sont plus fréquentes, et ils les testent, et c'est remboursé. Alors, il y a un panier en tous les cas qui est remboursé. Alors, j'aimerais revenir sur Bracha, votre fille, Zichrona Lebracha. Vous avez une attitude avec elle tout à fait particulière, on va dire, parce que vous auriez pu vous morfondre et attendre que le temps passe, ou en tout cas ne pas sortir, ne pas être exposé au jugement, au regard des autres, à vos difficultés. Vous avez pris le contre-pied et vous avez essayé de lui apporter une autre vie. Oui, exactement. En fait, un petit peu avant d'avoir le diagnostic, j'avais fait un séjour à Oman avec ma maman et j'ai découvert les valeurs de Rabbi Nachman, et comme quoi c'était important d'être très positif, joyeux, quelles que soient les circonstances de la vie. Et du coup, à mon retour, on a eu le diagnostic. Ça a été vraiment un gros coup de massue pour toute la famille. Et petit à petit, j'avais cette notion dans la tête qu'il fallait qu'on fasse de sa vie quelque chose de formidable et pas une fatalité, et qu'on vive chaque jour comme si c'était son anniversaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a entraîné un peu la famille, les amis dans notre aventure, et elle nous a boosté sur beaucoup de choses. On a fait des voyages, des séjours, on a énormément de souvenirs avec elle. Et des jeux, vous avez beaucoup joué avec elle? On a beaucoup joué, j'allais à la piscine toutes les semaines avec elle, on emmenait les cousins, les cousines, on a vraiment fait participer toute la famille. Et c'est ce qui nous reste maintenant, et on peut s'empêcher de penser à elle avec un grand sourire sur le visage, parce qu'on a eu tous ces moments de joie, et pas seulement le contexte hospitalier qui était très lourd, on ne l'oublie pas, mais ça a permis de contrebalancer tout ce qu'on avait vécu. Alors, d'un côté, il y avait cette façon de vivre, où vous avez été un soutien, et vous n'avez renoncé à rien, en fait. En tout cas, vous avez trouvé les moyens pour pouvoir faire profiter de la vie votre petite fille. D'un autre côté, vous avez été, confronté à ce polyhandicap très lourd, qui nécessite du matériel médical, qui nécessite tout un environnement. Donc ça vous a fait prendre conscience que des familles étaient confrontées aussi
aux mêmes problématiques que vous? Beaucoup de familles, que ce soit en France ou en Israël, sont confrontées au polyhandicap. Alors pas forcément la maladie de Tay-Sachs, qui reste quand même une maladie rare, mais le polyhandicap existe bien sûr dans notre communauté et ça demande une organisation aux parents, aux frères et sœurs, voire même aux grands-parents, à l'entourage familial. On est obligé forcément de réduire notre temps de travail, ce qui réduit les finances. Et le polyhandicap demande quand même beaucoup d'argent et ça, il faut en être conscient, malgré que beaucoup de matériel soit financé, pris en charge par le système de santé, que ce soit en France ou en Israël. Alors, vous avez décidé, donc, lorsque vous avez monté cette association, de donner accès à ces familles aux choses qui ont marché pour vous et surtout en soutien financier. C'est très important. On s'est dit deux choses. Nous, ça nous avait aidé, entre guillemets, de voir la maladie comme quelque chose qu'il fallait surmonter. Et donc les voyages, ça nous a vraiment permis d'imprimer des souvenirs positifs. Et on s'est dit qu'il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient aussi avoir cet échappatoire. Et qui ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher. Qui ne peuvent pas parce que, voilà, comme en plus l'a dit Laura... Et la logistique. La logistique, il faut toujours un aidant, un accompagnant, parfois deux. Parfois un deuxième billet d'avion pour pouvoir allonger l'enfant, parfois un taxi un peu spécialisé, parfois un hôtel qui coûte un peu plus cher mais qui permettrait à la famille d'avoir accès directement à certaines structures. Parfois une location d'un appartement avec directement une piscine pour vraiment avoir cette sensation de vacances, de fun, que ça reste ludique. Donc tout ça demande quand même un investissement. C'est un coût pour la famille. Et on avait envie de leur apporter cette petite touche où ils se sentent soutenus, où ils peuvent respirer un peu financièrement, ne pas se sentir serrés, pouvoir profiter avec leur enfant, le reste de la famille et permettre à l'entourage familial de passer un bon moment. Donc vous financez, on va dire, des activités fun pour ces familles qui ont besoin de respirer. Donc ça leur permet de sortir de ce quotidien où souvent c'est des rendez-vous médicaux, c'est des examens et de dépasser les limites. Nous, on l'a emmené, on est parti à New York. Donc on s'est dit, même moi je dis à ma femme, mais 6 heures de vol, tu te rends compte, il faut l'aspirer. Et ben on a demandé, au final ça s'est très bien passé. Et c'est ça les souvenirs qui restent. Alors on peut les aider, on veut les aider à avoir ces souvenirs-là. C'est le but aussi de l'association. C'est le but de l'association. Alors c'est aussi le but, c'est de financer le matériel médical. Oui. Alors évidemment en Israël, tout n'est pas pris dans le sal à briout, comme on dit, le panier médical. Il y a des choses qui coûtent cher, il y a des choses qui sont prises en charge, mais si on veut faire ça bien, c'est compliqué pour les familles. Par exemple, un enfant polyhandicapé dans la majeure partie des cas, a besoin d'un corset siège. Ça lui permet d'avoir une posture assise, de donner un confort à l'enfant. Donc, par exemple, en Israël, ils financent ce corset-siège, mais tout l'équipement autour de ce corset-siège, une tablette, des attelles pour positionner les pieds, les bras, les épaules, un porte-tête pour placer correctement la nuque, tout ça n'est pas financé. Ça coûte combien à peu près ? Petits équipements qui coûtent très cher. Alors, ça peut monter si on veut la totale, 1000 shekels par-ci, 2000 shekels par-là. Il y a des parents qui ont besoin d'un élévateur parce que l'enfant grandit. Donc, à un moment donné, ça devient très difficile pour le parent de soulever son enfant. Donc, un élévateur, par exemple, ça peut monter dans les 20 000 shekels, voire plus. Et récemment, nous avons financé un déambulateur pour aider un enfant justement à avoir une certaine indépendance et pouvoir quand même se déplacer. C'est monté à 16 000 shekels. Ça fait partie de l'équipement qui est quand même assez lourd pour la famille à supporter. Après, d'autres équipements sont pris en charge en France, mais ne l'est pas en Israël, et inversement. Donc, il faut vraiment se renseigner. Bon, ce qui est bien, c'est que vous êtes là vraiment pour aider, pour donner des conseils, puisque vous êtes passé malheureusement par là. Oui. Donc, vous voulez essayer d'améliorer le quotidien des autres. Exactement. Et on aimerait se faire connaître de plus en plus auprès de ces familles, qu'elles n'aient pas honte de nous contacter. Au contraire, parce que des fois, on peut avoir un partage avec l'ensemble des familles. Que ce soit des Israéliens ou des francophones, oui, évidemment. Sûr, on est tous Israéliens, mais disons bien sûr. de souche, quoi, on va dire. En général, c'est vrai qu'entre Israël et la France, ce sont majoritairement que des francophones. Nous avons aidé une famille purement israélienne. Et ça, la communication s'était très, très bien passée. Par exemple, pour ce petit garçon, son alimentation n'était pas entièrement prise en charge. Et ses médicaments non plus.
Et les parents avaient tous les deux dit, la maman avait complètement arrêté de travailler, le papa avait diminué son activité aussi parce qu'il y avait une autre petite dans la famille qui était pas en bonne santé. Et ça faisait un poids financier trop important pour eux. Donc, on a essayé de les décharger grâce à nos généreux donateurs qui nous soutiennent. Et je crois même que la prochaine acquisition que vous aimeriez faire pour ces familles, c'est un vélo. Alors, ça paraît un peu bizarre de parler d'un vélo pour un enfant polyhandicapé, mais vous allez nous expliquer pourquoi et comment ça fonctionne. Oui. Ça marche, on peut ça marche faire parce du vélo. qu'en fait, le polyhandicap ne touche pas forcément les enfants de la même manière. Chaque enfant est différent en fonction de sa pathologie. Et donc, il y a certains enfants, même s'ils sont polyhandicapés, ils ont certaines capacités. Et notamment, le fait d'appuyer sur un bouton électrique d'une petite voiture pour se déplacer ou pour utiliser une cuillère spécialisée pour s'alimenter. Et ça permet à l'enfant de lui donner une certaine indépendance vis-à-vis de ses parents. Il y a des vélos spécialisés, en fait. C'est pas un vélo comme on l'imagine. Et j'ai une maman adorable et j'aimerais vraiment qu'on aboutisse sur ce projet. Pour financer son vélo. Ça coûte combien, un vélo pareil ? Celui-là, il est aux alentours de 25 000 shekels. Ouais, donc on comprend que c'est pas du tout évident. Est-ce que vous avez eu, après le départ de Bracha, est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier ? On s'occupait de l'association quand elle était là et on a continué après. Ça nous paraît évident de poursuivre cette action parce qu'on rencontre des familles vraiment exceptionnelles avec des valeurs incroyables et on se nourrit de ça et ça nous permet aussi de garder le contact avec des gens qui vivent la maladie, mais qui donnent tous leurs efforts pour essayer d'être optimistes, positifs, de continuer leur vie au quotidien. Ça, c'est très important, ça donne beaucoup, beaucoup de force. Parce que après Bracha, c'est vrai bizarrement, on reprend un quotidien comme monsieur et madame tout le monde et c'est difficile. C'était difficile, bien sûr. Alors, je sais que la prévention fait aussi partie de l'association. On en a un petit peu parlé, mais vous voulez vraiment insister sur ça. Voilà, moi, on va dire que dans l'association, je m'occupe plus de ça parce que, côté scientifique. Et surtout, en fait, en tant que j'ai une formation médicale et même dans la cursus communautaire, pas quelque chose auquel on parle en France. En Israël, je pense que ça fait partie peut-être un peu plus des mœurs. Les gens ont l'air d'être un peu plus au courant, j'ai l'impression, en parlant avec des gens israéliens, des personnes israéliennes, et même les francophones qui habitent depuis longtemps en Israël, parce que les médecins leur proposent ou on leur en parle. Mais en France, quand on a voulu un petit peu en parler, c'est vrai que l'accueil, il est mitigé, parce que on vient parler un petit peu de l'intimité, on a l'impression qu'on leur dit qu'ils ont des maladies, et il y avait une communauté séfarade qui est un peu plus importante en France. Et donc, c'est surtout, c'est un problème. Ça passe pas, quoi. Ça passe pas trop. L'idée même de faire de la prévention, en tout cas. C'est l'idée, de la prévention sur des gènes, parce qu'on a l'impression qu'on les attaque eux-mêmes. Bon, il faut passer un petit peu ce cap-là, se dire que en Israël, si ça fait partie du Sal Habriout, c'est pas pour rien. Si c'est des choses qui sont remboursées, c'est pas pour rien. On rembourse pas des examens pour rien. C'est que c'est un vrai problème. Entre guillemets, de santé publique interne à la population, entre guillemets, juive, en Israël ou en France ou ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays. Et il faut insister sur ça. Donc, la première chose, c'est l'information. Que la personne, ait une information éclairée, qu'elle sache que ça existe, qu'il y a des pathologies qui sont plus fréquentes. Après, une fois qu'elle est informée, nous, on peut l'aider à savoir, si elle veut faire des démarches, peut-être faire des tests, qu'est-ce qui existe comme moyen, en France ou en Israël. Mais c'est surtout cette information-là qui va être importante. Ok, alors est-ce que vous avez un site de l'association ? Alors, en fait, honnêtement, le site de Dor Yesharim, il est très bien fait. Okay. Il est très bien fait. Alors, il est en anglais, mais c'est de l'anglais qui est facilement compréhensible. Ils ont un site aussi, ils ont une page Facebook en France. Il y a écrit, c'est Dor Yesharim en France. D'accord. Ils peuvent nous contacter sur l'adresse mail, c'est asso.orbracha@gmail.com. Ok, voilà, donc c'est noté. Vous pouvez leur écrire si vous avez envie d'en savoir plus. Vous cherchez aussi des bénévoles pour vous aider ou pas encore ? Alors, tous les bénévoles sont les bienvenus, bien évidemment. On aimerait bien développer plus de choses, mais on aimerait d'abord être au contact de plus de familles parce qu'on sait qu'il y a des familles qui ne se manifestent pas, qui se retranchent sur eux-mêmes à cause de la maladie, c'est vrai. Mais on aimerait qu'elles se sentent à l'aise pour nous parler, nous solliciter
voilà. Voilà. Bon, alors, bravo pour tout ce que vous avez mis en place en mémoire de votre fille Bracha. On vous souhaite bonne chance voilà, pour toutes vos actions, toutes vos activités. On espère que vous allez aider plein de familles qui en ont besoin. À très bientôt à tous les deux. Merci Cathy, merci beaucoup.